Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièces et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt, merci de votre fidélité. Nous avons le privilège d'accueillir l'ambassadeur de France en Haïti, M. Fabrice Moriès, pour passer en revue l'actualité, la crise politique, pour parler de la sécurité, pour parler du CP aussi, le Conseil présidentiel. C'est avec plaisir qu'on l'accueille, comme je vais de le dire. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, et bienvenue à Métropole. Bonjour, Wendell. Un plaisir d'être parmi vous pour la troisième fois, je crois. Et toujours un plaisir d'être avec vous, et toujours un plaisir d'échanger avec votre équipe et de partager notre point de vue avec les auditeurs de Radio Métropole. Et comme je vous ai posé cette question avant de passer à l'antenne, pourquoi ne pas le faire publiquement? Vous êtes arrivé en Haïti en septembre 2021, ça va faire bientôt 3 ans. Ceci dit, il n'y a pas eu de répit, bien qu'il y a des années qui sont beaucoup plus tendues que d'autres. Mais il n'y a pas eu de répit en termes de problèmes d'ordre sécuritaire, par exemple, monsieur l'ambassadeur. Non, depuis mon arrivée en septembre 2021, les choses effectivement sont compliquées, et parce que le pays traverse une situation compliquée. Je suis arrivé juste après l'assassinat du président Jovenel Moïse, et évidemment il était prévisible que cet événement tragique déclenche disons, toute une série de questionnements, toute une série d'interrogations, toute une série de problèmes dont nous ne sommes pas malheureusement encore sortis, et loin de là. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, pas de répit, parce que nous avons eu de gros problèmes sécuritaires, nous avons eu notamment toute une série de kidnappings qui ont touché évidemment les Haïtiens, mais également la communauté française et la communauté franco-haïtienne. Et ces différents événements nous ont effectivement beaucoup occupés. Elles nous ont aussi malheureusement beaucoup contraints de rester à Port-au-Prince, parce que les déplacements dans le pays sont difficiles. Et malheureusement, je me rends compte au bout de presque 3 ans de mission que je ne me suis pas assez rendu en province, et ça me manque beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, nous, Haïtiens, saisissons fort bien la situation de fatigue, si on peut le dire ainsi, de la communauté internationale vis-à-vis d'Haïti. Ce n'est pas mon cas. Expliquez. Moi, je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué, la preuve, je suis ici. Je suis ici et l'ambassade est ici. L'ambassade continue à fonctionner, même si elle est pour le moment fermée au public parce qu'elle se trouve dans une zone difficile, une zone qui est régulièrement, qui fait l'objet régulièrement d'actes d'insécurité, d'actes d'incivilité et parfois même d'attaques. Mais tout le dispositif français est ici présent et fidèle à son engagement solidaire avec le peuple haïtien. Mais il y a eu quand même des opérations d'évacuation de la part de la France. Oui, absolument. Il y a eu une opération d'évacuation de sa communauté, une opération qui a duré un week-end, mais qui ne touchait, je vous le signale, que les volontaires. C'est-à-dire que nous avons proposé à un certain nombre de Français et leurs ayants droit haïtiens de quitter le territoire, puisque nous avions des moyens pour le faire. Et donc, il y a un certain nombre plusieurs dizaines, une grosse centaine de Français qui ont choisi de quitter le pays. Elles ne l'ont pas fait cette communauté qui a quitté le pays, ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Elle l'a fait parce qu'elle est profondément inquiète par la détérioration de la situation, et ce que je comprends parfaitement. Et ce que d'ailleurs Paris et les autorités françaises ont parfaitement compris, puisqu'elles ont mis en place ce dispositif qui a permis d'évacuer en 150 Français et un certain nombre d'autres ressortissants d'autres pays amis. Et puis, je rappelle, beaucoup d'Haïtiens, puisque tous les Haïtiens qui en avaient la possibilité et en avaient le droit, puisqu'ils étaient liés à des Français, ont pu quitter le territoire. Donc voilà, c'est une opération qui n'a pas vocation à être répétée, parce que nous travaillons, nous, politiquement,
pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Nous continuons à travailler sécuritairement pour mettre en mesure la PNH de renverser la situation. Et puis aussi parce que voilà, la communauté française, dans sa globalité, dans sa majorité, elle est restée en Haïti. Donc c'est une petite, pas une petite, une partie non négligeable, bien sûr, mais quand même relativement limitée des Français qui sont partis fin mars. Alors, je n'avais pas conclu ma pensée en tentant de formuler la première question. Nous avions l'impression que certains pays se retirent un petit peu et laissent le soin à la CARICOM, par exemple, de gérer cette crise. La France, bon, je ne vais pas dire que fait des interventions timides ou encore s'exprime timidement sur la crise par le truchement de son ambassadeur, mais ce n'est pas comme avant. C'est comme si c'est CARICOM qui tente de résoudre la crise. D'abord avec cette proposition dont elle a accouché, le CP. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que nous voyons le bout du tunnel aujourd'hui avec le CP qui pourrait être installé bientôt? Alors, Wendell, il y a beaucoup d'éléments dans votre question. En effet. Beaucoup d'éléments. Je vais essayer de les reprendre. D'abord, la timidité. Alors, je vais essayer de reprendre les uns après les autres en commençant par la supposée timidité que vous nous prêtez ou que vous prêtez à la France. En vous disant, c'est pas comme avant. Alors, d'abord, tant mieux. Tant mieux que ce soit pas comme avant. Parce que moi, j'ai entendu, quand je suis arrivé ici, beaucoup de critiques sur le rôle qu'avait la communauté internationale avant. Et sur les erreurs qui avaient été commises dans le passé, et notamment une interférence ou une ingérence dans les affaires intérieures haïtiennes qui aurait conduit la communauté internationale à choisir un tel ou un tel pour diriger ou pour participer à la direction politique du pays. Donc si effectivement votre constat c'est de dire que nous agissons non pas comme avant, eh bien je m'en réjouis. Parce que ce que nous essayons de faire, c'est d'appuyer les acteurs haïtiens pour que ce soit eux-mêmes, en toute indépendance, qui règlent ou qu'ils puissent régler la crise politique haïtienne. Ça n'implique pas le fait que nous n'ayons pas notre idée sur le cap que devrait choisir, à notre avis, le pays. On pourra y revenir si vous le souhaitez, mais dans les négociations interhaïtiennes, nous n'intervenons en aucune manière. En ce qui concerne la CARICOM, vous avez évoqué le rôle de la CARICOM. La CARICOM n'est pas arrivée sur le territoire haïtien ou dans la crise haïtienne hier. Elle est là, elle s'est proposée d'agir depuis maintenant plus d'un an, depuis le début 2023, si je me souviens bien, en proposant une opération de médiation. Et une opération de médiation qui a été acceptée par l'ensemble des acteurs haïtiens. Et cette opération de médiation s'est développée pendant toute l'année 2023. Elle a abouti à toute une série de réunions, notamment une réunion à Kingston, à laquelle, je vous le signale, la France n'avait pas été invitée. Et donc, nous avons vu cette initiative se développer, sans grand succès jusqu'à une date récente. Et puis, effectivement, comme vous le sous-entendez dans votre question, avec un développement à partir du 29 février et qui est dû à la profonde crise sécuritaire que traverse le pays depuis la fin février. Donc, depuis cette date-là, effectivement, nous avons constaté, nous avons vu qu'il y a une nouvelle initiative politique. Cette nouvelle initiative politique a été approuvée, elle a été conçue et approuvée à Kingston lors d'une réunion internationale à laquelle la France a été invitée. Cette réunion s'est tenue le 11 mars, si je me souviens bien. Et depuis, nous sommes au soutien
de cette initiative, sans aucune ambiguïté. Donc voilà un petit peu comment je pourrais résumer le positionnement de la France dans cette crise, dans cette conjoncture complexe, en faisant droit, mais pour m'en féliciter, à votre remarque sur une supposée timidité de la France. Je crois que ce n'est pas une timidité, c'est un positionnement respectueux des acteurs haïtiens et respectueux aussi du socle d'accord sur lequel la communauté internationale s'est entendue ces derniers mois, qui est de promouvoir une solution haïtienne à la crise. Une transition, dans une transition, n'est-ce pas, M. Gonzalez? Écoutez, vous pouvez boire, vous pouvez. Non, je m'interromps, j'interromps. Parce que vous comprenez, parce que vous saisissez ce que j'ai envie de dire alors, en parlant de transition. C'est-à-dire que je pense que vous vous référez à des propos qui ont été tenus, non pas par moi, mais par un certain nombre de mes collègues, et qui souhaitaient que la transition, ou le gouvernement de transition qui est toujours dirigé d'ailleurs par le Premier ministre Ariel Henry, puisse déboucher sur des opérations électorales. Si effectivement vous m'interrogez sur ce point, je vous dirais que c'est toujours la position française. La position française est toujours de faire en sorte que Haïti, qui n'a pas connu d'élection générale depuis 2016, puisse le plus tôt possible organiser des élections libres et crédibles, de manière à renvoyer la crise politique devant le peuple souverain. C'est la règle dans toute démocratie. Et Haïti ne devrait pas, à notre avis, y déroger. Non pas parce que c'est un luxe, mais parce que nous pensons que c'est une condition absolument nécessaire pour en finir avec les disputes et les différends politiques. Renvoyer au peuple souverain et faire en sorte que le prochain gouvernement soit totalement légitime devant lui. Si effectivement votre propos était d'indiquer ou de m'interroger sur le cap politique que la France a et a toujours vis-à-vis de la crise haïtienne, je vous répondrai très tranquillement que nous n'avons pas changé d'avis là-dessus. Nous considérons effectivement que des élections doivent être organisées en Haïti le plus tôt possible. Évidemment, il faut que ces élections se déroulent dans un environnement sécuritaire approprié et qu'elles soient gérées par un organisme qui soit impartial et qui soit observable par la communauté internationale, comme cela se passe dans de très nombreux pays dans le monde. Ceci étant, nous avons aussi observé qu'il y avait eu des changements politiques qui avaient été agréés, y compris par le gouvernement sortant, le gouvernement d'Ariel Henry, le 11 mars à Kingston, et nous intégrons pleinement dans cette nouvelle dynamique politique, puisque nous avons été invités à Kingston. La ministre Chrysoula Zacharopoulou est allée à Kingston représenter la France et nous avons approuvé le communiqué final de Kingston. Une transition, il n'y a pas de transition dans une transition, c'est ce qui a été dit. Donc là, aujourd'hui, je tenais à revenir là-dessus, puisque c'est presque toute la communauté internationale qui s'exprimait d'une seule voix pour le dire. Pas de transition dans une transition. Mais aujourd'hui, les choses apparemment ont changé. Monsieur l'ambassadeur, vous venez d'admettre que Ariel Henry est encore Premier ministre et dans le même temps, vous admettez aussi qu'il y a un CP et qui est le produit d'une entente entre les Haïtiens sous le parapluie de la communauté internationale. Oui. Non, je n'ai pas à admettre que le Premier ministre Ariel Henry conduisent toujours le gouvernement. Vous avez dit qu'il est encore Premier ministre. C'est un fait. C'est un fait. Le gouvernement Ariel Henry est toujours le gouvernement de la République d'Haïti. Effectivement, il s'est engagé et il a renouvelé cet engagement, je crois récemment, à démissionner
au moment où le Conseil présidentiel nommerait un Premier ministre. Et donc à ce moment-là, nous pourrons parler d'un nouveau gouvernement. Mais tant que ce nouveau gouvernement n'est pas nommé, le gouvernement Ariel Henry est toujours aux commandes et est toujours notre interlocuteur dans l'État. Simplement, ce que nous souhaitons, effectivement, c'est que cette transition, en tout cas cette passation, voilà, plus exactement, de pouvoir, ait lieu le plus rapidement possible. Avez-vous déjà reçu votre lettre d'invitation pour participer à la cérémonie d'installation du CP? Non, je n'ai été invité à aucune cérémonie de cette nature. J'attends que l'on me dise où et quand je dois me présenter pour participer à cette cérémonie. Et si les conditions de sécurité le permettent, je m'y rendrai très volontiers. Mais pour en revenir au Conseil présidentiel, moi je ferai deux observations. D'abord, le Conseil présidentiel, c'est une idée haïtienne, c'est une idée d'origine haïtienne. C'est une idée qui a été proposée dans le cadre des négociations interhaïtiennes que nous avons suivies avec intérêt depuis 2 ans. À de plusieurs reprises, cette idée d'un conseil présidentiel, d'un collège présidentiel ou d'une présidence collégiale, appelons-la comme ça de manière générique, c'est une idée qui a été abordée à plusieurs reprises. Et donc c'est une idée qui revient et qui est revenue dans le cadre de la médiation CARICOM. Nous n'avons pas à opiner sur le caractère, sur cette opération ou cette initiative. Nous constatons qu'elle fait l'objet d'un accord large, y compris par le groupe politique qui était au cœur de la coalition qui a soutenu le Premier ministre Ariel Henry, c'est-à-dire l'accord du 21 décembre. L'accord du 21 décembre participe au collège, à la présidence collégiale et participe au Conseil présidentiel. Donc nous constatons qu'il y a un accord large avec un certain nombre d'acteurs politiques que nous connaissons. Certains, la présence au sein du Conseil présidentiel ne nous surprend pas puisque certains étaient à l'origine de cette idée. Et puis il y en a d'autres, leur présence nous surprend un petit peu plus parce qu'ils s'étaient exprimés auparavant de manière négative vis-à-vis de cette idée. Donc vous voyez, les positions aussi des acteurs haïtiens évoluent, et tant mieux. Et tant mieux. Tant mieux que ces positions évoluent parce que ça veut dire que la solidité du consensus observé au sein du Conseil s'accentue. Donc nous constatons un large accord interhaïtien sur ce dispositif. Nous constatons également que ce collège présidentiel ou ce conseil présidentiel s'est donné pour mission de nommer un nouveau Premier ministre qui procédera ensuite à la nomination d'un cabinet ministériel qui prendra la suite du gouvernement actuel. Et nous sommes évidemment au soutien de cette initiative, parce que je le répète, le Haïti a besoin d'un gouvernement qui soit pleinement fonctionnel, qui ne soit pas un gouvernement démissionnaire, mais qui est maintenu là parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et nous avons besoin peut-être d'une nouvelle initiative politique davantage soutenue par un éventail plus large des forces politiques haïtiennes. C'est ce que nous espérons qui va se passer dans quelques jours. Mais il n'est pas sans savoir, monsieur l'ambassadeur, qu'il y avait aussi d'autres options sur la table. L'option de la Cour de cassation, par exemple. L'option coup d'État entre Guy Philippe et Barbecue et autres. Quelle serait, par exemple, la position de la France? Est-ce que la France reconnaîtrait un gouvernement qui sortirait d'une alliance Guy Philippe, Barbecue, ou encore la Cour de cassation, d'un juge à la Cour de cassation? Quelle serait votre position? Bon, là aussi, plusieurs composantes dans votre question, Wendel. Je crois que la distinction fondamentale que nous devons faire, c'est d'abord quels seraient les processus d'évolution politique pacifique et ceux qui ne le seraient pas. Nous souhaitons que les évolutions politiques dans ce pays soient le plus pacifiques possible et les moins violentes possibles.
Donc quand vous me parlez de coup d'État, quand vous me parlez de putsch, quand vous me parlez d'actions révolutionnaires menées par des personnalités, d'ailleurs, qui ont, pour certaines, un passé judiciaire chargé, nous ne pouvons pas approuver. Nous ne pouvons pas approuver. Et donc, ce n'est pas ce qui s'est déroulé, ces dernières semaines, et tant mieux. Et tant mieux. L'autre point que vous soulevez, c'est il y a eu d'autres idées qui ont été évoquées dans le débat public haïtien. Moi, je vis à Port-au-Prince, je suis bien conscient que d'autres personnes avaient d'autres idées quant à l'évolution institutionnelle du pays dans un contexte de rétablissement d'un dispositif bicéphale à la tête du pays. Et effectivement, il y a eu cette idée de la Cour de cassation. Moi, je n'ai pas, là encore une fois, à opiner. Je vois bien que vous essayez de m'entraîner sur ce débat, mais encore une fois, moi, je n'ai pas à opiner sur ces questions. Je constate que toujours est-il que le CP a le plein soutien de la France. Je constate que simplement, il y a eu un accord à Kingston sur un mécanisme collégial de présidence collégiale, dont le format a été agréé. Et c'était ça, en fait, le sujet du débat à Kingston, c'est-à-dire quel était le format de ce collège, quelles étaient ses missions et quels étaient les secteurs qui y seraient représentés. Mais à aucun moment à Kingston n'a été évoquée l'idée du recours à une autre institution de l'État haïtien. Vous m'avez cité la Cour de cassation, en l'occurrence, ça n'a jamais été évoqué. Donc nous restons fidèles à notre engagement. C'est une question qui a été mûrement réfléchie dans les jours qui ont précédé la réunion de Kingston. Nous avons décidé de répondre favorablement à l'invitation qui nous avait été adressée par la CARICOM pour participer à cette réunion. Nous avons participé activement au débat. Nous avons donné notre opinion. Certaines suggestions que nous avons faites ont été retenues, d'autres non. C'est une négociation. Et puis ensuite, nous avons accepté et soutenons. L'opinion émise, on ne peut pas revenir là-dessus? Sur quoi? Vous avez dit que nous avons donné notre opinion. Est-ce qu'on ne peut pas revenir sur cette opinion-là? Oui, bien sûr. Oui, on peut revenir si vous voulez. Il y a eu des questions sur les formats, par exemple. Le format du collège présidentiel, où on a eu effectivement un certain nombre d'idées selon lesquelles il faudrait qu'il y ait plus que 7 membres de plein exercice. On a eu effectivement des discussions sur un certain nombre de secteurs qui devaient venir ou non dans le dispositif. On a eu une discussion sur certaines alliances. Voilà, il y avait certains secteurs qui avaient des alliances qui étaient problématiques. Nous avons donné notre opinion. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous, ce que nous avions comme ligne directrice à Kingston, c'est 2 choses. C'est de faire en sorte que l'accord interhaïtien soit le plus diversifié possible. Ça, c'est la première chose, mais qu'il soit diversifié dans un cadre démocratique. C'est-à-dire étaient les bienvenus à Kingston les personnalités qui s'engageaient à agir dans un cadre démocratique, c'est-à-dire qu'ils ne promouvaient pas ce que vous nous avez indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire la violence, la révolution et le bouleversement total des choses et des personnes en Haïti, parce qu'Haïti n'en a plus besoin. Voilà, Haïti n'en a pas besoin. Monsieur l'ambassadeur, Haïti et la France, comme vous le savez, sont liés éternellement par l'histoire et la linguistique. Pourquoi décelons-nous donc une sorte d'indifférence de votre pays par rapport aux souffrances des Haïtiennes et des Haïtiens face à des violations massives des droits humains qui s'apparentent à du terrorisme, tant la violence est aveugle, jusqu'au pillage de la faculté publique de médecine, des presses nationales, des hôpitaux, etc. Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'indifférence et je pense que la France est parfaitement consciente de la gravité des violations des droits de l'homme, de la violation des exactions qui sont perpétrées en Haïti, et pas depuis le 29 février, malheureusement, mais depuis bien plus longtemps que ça. Je ne vais pas reprendre
je ne peux pas faire une litanie, malheureusement, des litanies, des exactions qui se sont déroulées malheureusement en Haïti depuis plusieurs années, mais force est de constater que voilà, nous sommes dans une situation d'ultra-violence perpétrée par des gangsters, par des bandes armées, dans plusieurs zones du pays, et notamment dans la zone métropolitaine, qui est totalement inacceptable. Donc, je conteste totalement le terme indifférence. Nous ne sommes pas indifférents. Et nous essayons de faire, d'abord d'attirer l'attention internationale sur ce sujet, dans un contexte international qui est très agité, un contexte international où il y a énormément de crises dans le monde, et nous essayons de faire en sorte au quotidien d'apporter une réponse. Et c'est ça le plus important, d'apporter une réponse, parce que se lamenter qu'on pille telle ou telle institution, se lamenter qu'il y ait des exactions, se lamenter qu'il y ait des massacres, c'est une chose, et il faut le faire, bien sûr, et il faut le faire, mais ça ne peut pas être la seule réponse. Ça ne peut pas être la seule réponse. La réponse ne peut pas être uniquement de l'empathie. La réponse, ça doit être également une réponse de l'État républicain. Là, vous voulez dire une réponse sociale? D'abord une réponse répressive. D'abord une réponse répressive. Les assassins, oui, mais les bandits... Comment le faire? Mais justement, c'est parce que je perçois un grand désarroi dans la société haïtienne à l'égard de cet aspect que je me permets d'insister sur ce point. Je me permets d'insister sur ce point parce que, encore une fois, il faut évidemment protester, il faut se lamenter, il faut s'indigner, mais il faut aussi agir. Il faut aussi agir. Et nous savons bien quelle est la voie d'action, la seule voie d'action possible. La seule voie d'action possible, c'est de reconstruire un appareil haïtien répressif dans toutes ses composantes pour faire en sorte que l'ordre républicain puisse être rétabli dans la zone métropolitaine et plus largement dans le pays. Quand je parle d'un appareil répressif, républicain, je pense à la police, bien entendu, mais je pense également à la justice. Je pense également à toutes les politiques publiques de réinsertion, de réintégration de l'État dans des zones qui sont aujourd'hui abandonnées par l'État. Je ne vais pas reprendre l'expression de territoire perdu, parce qu'il n'y a pas de territoire perdu. Il n'y a que des territoires à reconquérir. Mais encore faut-il se donner les moyens de le faire. Et donc c'est ce que la communauté internationale, en tout cas moi, c'est ce que la France essaye de faire au quotidien. Et dans ce cas, pourquoi il n'y a pas d'assistance létale à la police et aux forces armées d'Haïti? Mais il y a une assistance létale. De la part de la France? Mais il y a une... Qu'est-ce que ça veut dire, une assistance létale? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand nous faisons venir ici des formateurs du RAID, quand nous faisons venir ici une expertise du GIGN, ici, et que nous apprenons, et que nous enseignons, que nous formons les unités d'élite de la PNH à faire des opérations de combat contre les gangs, c'est pas du létal? Qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de partager notre petite expertise avec les autorités compétentes, constitutionnellement compétentes en Haïti, c'est-à-dire d'abord la PNH, peut-être demain les forces armées, mais pour le moment la PNH, à faire en sorte que la PNH puisse faire son devoir. Et juste ce point, parce que je sais que vous n'allez pas m'interroger là-dessus, mais je pense qu'il faut quand même... Non, je ne suis pas spécialiste, je ne vais pas vous interroger là-dessus, sauf que, monsieur l'ambassadeur, j'allais vous dire, est-ce que je ferais mieux de parler d'équipement ou matériel létal au lieu de parler d'assistance létale? Alors, la formation peut être comprise, peut être considérée comme étant une assistance létale, selon vous? Moi, j'ai toujours... Mais aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de beaucoup plus que ça. Je suis régulièrement interrogé sur ce point. Je ne vous apprends rien. Et je vais vous répondre ce que j'ai toujours répondu. Si nous avons une demande de l'État haïtien, parce que en France, comme d'ailleurs dans de très nombreux pays démocratiques, le commerce des armes, le commerce des équipements létaux
des armes, des munitions, des appareils, des moyens militaires est hautement réglementé. Hautement réglementé. Il est réglementé à l'égard d'Haïti comme il est réglementé à l'égard de tous les autres pays qui veulent nous acquérir des moyens militaires. Et donc, si nous avons une demande de l'État haïtien, du gouvernement haïtien, qui passe par la voie diplomatique, nous l'instruirons et nous y répondrons. Mais pour le moment, il n'y en a pas eu. Je parle d'une demande de l'État haïtien, du gouvernement haïtien. Pour le moment, il n'y en a pas eu, et il n'y a eu qu'une demande de coopération générale, et c'est ce que nous avons fait dans le cadre de cette coopération. Et au lieu de parler de coopération, si on parlait de référence d'affaires, est-ce que, par exemple, la France pourrait facilement se passer de son grand ami du Nord? La France se détermine en toute indépendance sur... Donc la faute est à nous, la faute est aux autorités haïtiennes. Je ne dis pas qu'il y a une faute de quiconque. Je dis simplement... Il n'y a pas eu de demande. Je ne dis pas simplement que... Je prends par exemple le cas des véhicules blindés. Voilà, des véhicules blindés qui ont été acquis par la PNH l'année dernière à nos partenaires canadiens. Voilà. Moi, c'est le choix. Le choix des autorités haïtiennes a été de solliciter nos amis canadiens. Et c'est un choix que je respecte parfaitement. Moi, j'observe que dans la zone caribéenne, il y a d'autres pays qui ont fait le choix de la France et qui ont acheté des véhicules blindés à des sociétés françaises. Et ça a été approuvé par les autorités françaises. Je pense par exemple à la Jamaïque. Voilà. Donc la Jamaïque a fait le choix de la France pour ce qui concerne des véhicules blindés utilisés par la police jamaïcaine. Donc vous voyez, il n'y a pas d'obstacle par tel ou tel partenaire international. Il y a simplement des procédures et des voies à respecter pour faire en sorte que nous sortions de strict cadre de la coopération entre mon ambassade et les autorités françaises et la PNH. Monsieur l'ambassadeur, c'est vrai que dans une certaine mesure, vous n'êtes pas responsable, alors je veux dire votre pays n'est pas responsable de cette dégradation de la situation puisque ce sont les Haïtiens qui s'entretuent, ça se comprend. Mais vous savez, monsieur l'ambassadeur, que de nombreux Haïtiens s'attendaient à ce qu'il y ait beaucoup plus d'engagement de la part de la communauté internationale dans la recherche de solutions à cette impasse, à cette crise sécuritaire. Vraiment, des Haïtiens s'attendent à cela. Au point où il y en a qui considèrent, je vais être obligé de parler d'indifférence, ou bien de cette légère passivité de la communauté internationale comme étant une situation de non-assistance à un peuple en danger. Et on s'attendait beaucoup plus à davantage d'engagement de la part de votre pays, la France, au regard des rapports hautement historiques qui lient les deux pays, monsieur l'ambassadeur. On en revient à l'idée que vous avez évoquée tout à l'heure d'une perception d'une timidité ou d'une perception d'indifférence. Moi, je ne parlerai pas. Moi, je récuse complètement ce mot indifférence. Vous savez, je suis revenu en Haïti il y a un mois et demi. J'étais en dehors du pays. J'ai voulu revenir. L'ambassade est complètement fonctionnelle. Nous espérons que nous puissions la rouvrir au public très très bientôt, mais elle a toujours été fonctionnelle et elle est mobilisée au profit de la communauté française. Elle est également mobilisée au profit de nos partenaires haïtiens. Donc moi je ne parlerai pas d'indifférence de la France, dans la mesure où nous sommes, d'ailleurs dans la mesure où je suis en face de vous. Mais ce point-là seulement. Mais essayons d'élargir un petit peu la discussion et de répondre de manière un peu plus globale, parce que votre question l'était, à cette impression de non-assistance à peuple en danger, puisque c'est l'expression que vous avez à évoquer. Et
je crois qu'il y a plusieurs composantes à distinguer dans cette question. D'abord, il y a une demande du gouvernement haïtien de bénéficier à nouveau, comme cela a été le cas dans le passé, d'une force internationale qui aiderait la police haïtienne à renverser le rapport de force avec les bandes armées. Donc, on n'en a pas encore parlé, mais je suis sûr qu'on pourra en parler, qui est la mission d'appui à la sécurité qui a été décidée par le Conseil de sécurité en octobre 2023. Le Conseil de sécurité a approuvé cette demande. Et donc, c'est déjà un geste de solidarité. Alors, effectivement, vous allez me dire, où est cette force aujourd'hui ? Et je crois qu'on a fait des progrès. C'est peut-être pas à moi nécessairement qu'il faut poser des questions sur les détails de la préparation ou du déploiement de cette force, c'est peut-être à d'autres pays. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que nous sommes au soutien de cette force, que nous avons contribué à son financement, que nous contribuerons peut-être davantage à son financement ou à son équipement dans l'avenir, dès lors que nous en saurons davantage sur les modalités et le calendrier de ce déploiement. Elle viendra, cette force ? Bien sûr qu'elle viendra. Bien sûr qu'elle viendra. Elle viendra. Mais c'est là où je vous renvoie un petit peu la question, si vous me le permettez. Moi, j'observe aussi que cette demande du gouvernement haïtien, quand elle a été formulée, c'est-à-dire au mois de septembre ou octobre 2022, et ensuite approuvée par le Conseil de sécurité, moi j'observe qu'il y a aussi beaucoup de forces politiques haïtiennes qui a marqué son opposition. À cette force internationale. Je crois que les choses sont en train d'évoluer et je m'en réjouis. Je pense que les choses sont en train d'évoluer, notamment à la faveur des évolutions politiques qui sont en cours. Et d'ailleurs, vous l'avez noté. Vous l'avez noté. À Kingston, le 11 mars, l'un des éléments de l'accord était de faire en sorte que les acteurs haïtiens qui s'engageaient dans ce nouveau processus approuvent la résolution 2699. Nous allons voir quels vont être les premiers pas du gouvernement haïtien qui va être nommé par le Conseil présidentiel. Nous allons peut-être voir aussi quels vont être les documents programmatiques qui vont être diffusés ou publiés par le Conseil présidentiel. Pour le moment, il n'y en a pas, à ma connaissance. Je n'ai pas vu de document qui a été officiellement diffusé par le Conseil présidentiel. Et nous verrons bien la manière dont le Conseil présidentiel parle de la résolution 2699. J'espère que ce sera dans des termes positifs, dans des termes encourageants. Bien évidemment, le déploiement de la masse, l'application de la résolution 2699 devra être évoquée. Elle devra faire l'objet d'arrangements avec les nouvelles autorités haïtiennes. Mais je ne doute pas, en tout cas je l'espère, que ces arrangements seront des arrangements facilitateurs pour faire en sorte que cette force puisse se déployer le plus vite possible. Donc, indifférence, je ne crois pas. Je crois qu'il y a effectivement un environnement international qui est très complexe, avec de très nombreuses crises qui touchent notamment le continent. Par exemple l'Ukraine, par exemple Israël, Gaza et... Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, Wendell. Il faut le reconnaître. Il y a aussi des crises qui se passent dans l'environnement l'Europe, ce continent aux anciens parapets. Et bien sûr, c'est pas de moi, c'est de Rimbaud. Et quand je dis Ukraine, les anciens parapets de l'Europe sont très fortement touchés par des crises qui sont d'une gravité exceptionnelle. Mais ça ne veut pas dire que nous oublions Haïti. Oui, mais quand je dis Ukraine, par exemple, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, monsieur l'ambassadeur ? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit en Ukraine ? Quand je dis Ukraine. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous voulez me faire dire ? Je vais vous faire dire pourquoi tant de considération pour l'Ukraine. Mais attendez, Wendell, on en a déjà parlé, d'ailleurs, je crois même sur ce plateau. Oui, vous l'avez dit. Sur ce plateau. Mais deux fois. Mais on peut le faire une troisième fois. Oui. En Ukraine, la situation en Ukraine n'est absolument pas la même qu'en Haïti. Ce n'est absolument pas la même chose. En Ukraine, nous avons C'est parce que ce sont des Haïtiens qui s'entretuent. Mais pas du tout. Pas du tout. Okay. C'est pas parce que des Haïtiens s'entretuent. En Ukraine, nous avons une puissance internationale
une puissance d'ailleurs dotée de l'arme nucléaire, une puissance militaire considérable qui, contrairement à tous ces engagements internationaux, contrairement au droit international, mène une guerre d'agression contre un voisin, un de ses voisins, aux frontières internationalement reconnues, et dont l'indépendance est garantie par le droit international, et qui fait cette guerre d'agression en violation de tous ces engagements internationaux. Et donc nous sommes évidemment au soutien. Nous soutenons l'agressé contre l'agresseur. Voilà. Oui, mais en ce qui concerne j'ai appris Haïti, que votre pays est le plus grand employeur en Ukraine, monsieur l'ambassadeur. Employeur étranger, par exemple. Ben, écoutez, je l'apprends. Je ne pense pas que le soutien que manifestent les autorités françaises auprès des autorités ukrainiennes soit dicté par des intérêts économiques. Et si vous voulez m'entraîner sur la question des intérêts économiques de la France en Haïti, je vais vous répondre très franchement, j'aimerais qu'il soit bien plus important. J'aimerais qu'il soit bien plus important. Moi, ce que je souhaite, ou bien c'était plus important à un moment donné. Ah ben ça l'a été, oui. Bien entendu. Okay. Bon, ça l'a été, bien entendu. Et il faut se poser des questions et peut-être méditer sur les raisons pour lesquelles... Encore Haïti n'a plus rien. Il faut se méditer sur les raisons pour lesquelles les investisseurs étrangers, pas uniquement les investisseurs français, mais pourquoi les investisseurs étrangers évacuent aussi. Parce qu'il n'y a pas que les ressortissants français, américains, canadiens ou ce week-end cubain qui évacuent. Non, monsieur l'ambassadeur, vous savez, il y a des Haïtiens qui disent que si Haïti, par exemple, avait été envahi par Cuba, Haïti aurait beaucoup plus de considération de la part des pays du Nord, de la part des pays occidentaux. Vous diriez quoi à ces Haïtiens qui croient dur? Je leur dirais d'abord que la guerre froide est terminée depuis 1991, premièrement, et je leur dirais aussi que si Haïti était agressé, si Haïti était la victime d'une guerre d'agression de la part d'un de ses voisins, eh bien, je pense que la réaction de la communauté internationale serait la même. C'est-à-dire que la communauté internationale défendrait l'agressé contre l'agresseur. Simplement, là, nous sommes dans une situation en Haïti où les agressés, effectivement, la population haïtienne, sont les victimes de bandes armées qui sont générées par la criminalité organisée. Et cette criminalité organisée a fait florès dans ce pays pour plein de raisons qu'on n'a peut-être pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais qui sont, à notre avis, le symptôme d'une faiblesse insigne de l'État haïtien. Une faiblesse qui remonte à très loin et qui, aujourd'hui, nous paraît extrêmement dangereuse pour l'avenir du pays. Je me permets d'insister sur ce point parce que c'est un point là aussi qu'on a déjà abordé ensemble, quand on avait abordé en détail les questions qui sont relatives à la police haïtienne. Je me souviens d'être venu ici pour expliquer de manière très pédagogique et très détaillée, et peut-être un peu ennuyeuse d'ailleurs, les défis capacitaires de la police nationale haïtienne. Moi, j'observe aujourd'hui que le débat a beaucoup progressé en Haïti, et j'y ai apporté ma modeste part, a beaucoup progressé parce qu'aujourd'hui, effectivement, le consensus général est de constater que la police haïtienne ne peut pas, en raison de ses capacités qui sont trop faibles, renverser le rapport de force. Par contre, vous avez observé que ces dernières semaines, la police nationale haïtienne a fait son devoir. Et elle a fait son devoir de manière héroïque. Et elle a réussi à contenir les gangsters lors de certaines attaques et même à leur infliger des défaites. Bien entendu, c'est totalement insuffisant parce que les gangsters continuent leurs exactions. Mais en revanche, lorsqu'il y a eu des affrontements ou des engagements, je dirais presque de nature militaire entre gangsters et la police n'a pas eu le dessous. La police n'a pas eu le dessous. Et ça, je crois que c'est aussi un des effets bénéfiques, d'abord de la mobilisation de la police, et je veux rendre un coup de chapeau à son haut commandement, et également de la communauté internationale qui s'est engagée dans une coopération avec elle
pour faire en sorte que tout ne parte pas à volo. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et si vous permettez, je vous pose une dernière question avant la pause. L'ambassadeur Fabrice Moriès pense quoi de l'opération Bois-Calais? Écoutez, là, mon opinion n'a pas évolué sur ce point. Elle reste la même dans la mesure où moi j'ai toujours eu tendance à dire que Bois-Calais était une mauvaise réponse apportée à une vraie question, à une bonne question. Je comprends complètement les phénomènes liés donc, à ces mécanismes d'autodéfense, à la formation de ces milices d'autodéfense qui patrouillent dans les quartiers et qui essayent de se protéger contre des pénétrations de bandes armées. Je le comprends. Simplement, je dis aussi que ça ne peut pas être une réponse systémique. Ça ne peut pas être une réponse systémique, parce que c'est une réponse qui apportera inévitablement son lot de bavures, son lot d'exactions, et peut-être même qu'elle s'enracinera et qu'elle provoquera à nouveau des phénomènes de bandes armées. Donc moi, je suis toujours partant, vous m'interrogez sur ce point, moi je réponds toujours rétablissement d'un ordre républicain, rétablissement d'un monopole par l'État de la violence légitime. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On va observer la pause et on revient tout de suite après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur de France en Haïti, monsieur Fabrice Moriès, répond aux questions de Métropole ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, je rappelle, l'ambassadeur de France, M. Fabrice Moriès. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez qu'un retour à la paix, à la sécurité, devrait nécessairement passer par l'amnistie des gangs armés, comme cela se passe dans d'autres pays de la région? Est-ce que vous pensez? Non. En tout cas, certainement pas aujourd'hui. Certainement pas aujourd'hui. Mais je crois que là, aujourd'hui, le rétablissement de la paix et de la sécurité passe par un renversement du rapport de force et par une réponse qui soit, comme je vous le disais juste avant qu'on soit en pause, par la récupération par l'État haïtien, et si nécessaire avec l'aide internationale, du monopole de la violence légitime. Je pense que tant que nous ne serons pas arrivés à cette situation, je pense qu'il est très prématuré et peut-être même indécent de parler d'amnistie. J'entends effectivement ce mot être évoqué de temps en temps par certains. En général, d'ailleurs, ça vient plutôt des bandes armées ou de ceux qui les soutiennent. Et donc, pour moi, c'est donc une origine un peu suspecte. Donc voilà, je crois qu'il y a aujourd'hui des urgences humanitaires, des urgences politiques, des urgences sécuritaires. C'est une situation extrêmement complexe qui attend le prochain gouvernement. Et je crois que pour récupérer même la dignité de l'esprit public en Haïti, je crois qu'il faut se concentrer sur une réponse ferme, une réponse de fermeté, plutôt que réfléchir à des mécanismes de pardon ou d'amnistie qui, aujourd'hui, ne serviraient qu'à encourager les fauteurs de troubles à persister et à poursuivre leur avantage. Le plus grand obstacle aujourd'hui serait quoi, selon vous?
le plus grand obstacle à cette récupération. Le plus grand obstacle aujourd'hui, si on va au fond des choses, c'est la perte de capital humain. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut regarder lucidement. La perte de capital humain. Haïti se vide de son intelligence et de ses compétences. Et je peux le comprendre. Mais je vois effectivement des rapports de presse extrêmement préoccupants sur l'état du système de santé, l'état du système universitaire haïtien, où un certain nombre de personnels formés, médecins, infirmiers, professeurs, assistants, etc., quittent le territoire ou cherchent à le quitter. Et ça, je crois que pour le long terme, c'est extrêmement préoccupant. C'est extrêmement préoccupant parce qu'il faut que ces compétences reviennent. Et si elles ne reviennent pas, il faudra les former. Mais les former où et comment et dans quelles conditions? Je crois que c'est quelque chose dont nous ne parlons pas assez. La communauté internationale commence à en parler et commence à regarder, effectivement, à examiner quelles sont les conséquences à long terme de cette crise et de cette crise qui n'en finit pas, qui a commencé depuis, nous ne savons pas exactement quand elle a commencé, mais qui s'est accentuée en tout cas depuis 2018-2019 et qu'elle s'est approfondie avec l'assassinat du président. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il faudra se pencher. Et la communauté internationale, les partenaires internationaux d'Haïti devront apporter des réponses également à ça pour aider l'État haïtien à garder ses compétences, la société haïtienne, pas uniquement l'État, à garder ses compétences. Monsieur l'ambassadeur, vous avez tantôt parlé de progrès réalisés par la police nationale dans sa lutte contre les gangs. Mais d'aucuns pensent aussi que la situation à laquelle on fait face aujourd'hui relève de la compétence de l'armée, puisqu'on arrive même à parler de guérilla urbaine, le comportement des gangs aujourd'hui. Les États-Unis viennent ou encore commencent à parler de l'armée d'Haïti. Il y a des offres qui ont été faites. Est-ce que la France serait prête aussi à accompagner l'armée d'Haïti, à aider l'armée d'Haïti, si d'aventure le gouvernement haïtien arrive à produire une demande qui irait dans ce sens? Alors, le gouvernement haïtien a déjà produit une demande en ce qui concerne la coopération, le rétablissement d'une coopération entre les armées françaises et les forces armées d'Haïti. Donc c'est cette demande sur laquelle nous travaillons actuellement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ouverts à le rétablissement d'une coopération entre les forces armées françaises et les forces armées d'Haïti. Quand je dis nous sommes ouverts, c'est-à-dire que nous sommes en train d'examiner ça, et s'il n'y avait pas eu le déclenchement de cette crise fin février, nous serions déjà en train de mettre à exécution cette coopération, notamment par des actes de formation de militaires haïtiens, probablement en Martinique. Donc la réponse à votre question est positive. Oui, nous sommes ouverts, mais avec une condition que nous avons toujours mise en avant vis-à-vis de nos partenaires haïtiens, et donc que je partage ou que je repartage avec vous. Le rôle des forces armées d'Haïti n'est pas de maintenir l'ordre public. Ce n'est pas de maintenir l'ordre public. L'ordre public, c'est la compétence de la PNH. Le rôle des forces armées d'Haïti, c'est une force de souveraineté, protection des frontières, maintien de la souveraineté nationale. Croyez-moi, il y a beaucoup de travail là-dessus qui n'est plus ou qui n'est pas fait. Et dans ces conditions, nous nous sommes ouverts à une coopération avec les forces armées d'Haïti. Mais là, donc ça c'est le deuxième point.
Et le troisième point, pour abonder dans votre sens, vous avez indiqué que effectivement, les actions des gangs aujourd'hui étaient des actions qui avaient évolué dans le temps et qui étaient aujourd'hui des actions même de nature quasi militaire et qui donc appelaient donc de la part de la PNH une réponse du même ordre. Et effectivement, la PNH n'a pas été formée pour ça. Elle n'a pas été formée pour ça. Et nous le savons bien, nous les Français, puisque nous avons participé dans les années 90 et dans les années 2000 à la mise en place, avec d'autres, de certaines structures de la PNH. La PNH, elle est comme toutes les polices du monde, elle fait du maintien de l'ordre, mais elle fait aussi de la police judiciaire, elle fait des enquêtes, elle fait la circulation. Mais dans votre pays, voilà. Quand la police est débordée, on fait appel à l'armée. On fait appel à l'armée à titre supplétif. Oui. À titre supplétif, pas à titre principal. C'est ça qui, je crois que, et sur ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais nous avons une urgence aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur. Non, mais juste sur ce point. Actuellement, comme vous le savez, la police nationale haïtienne est en train de travailler d'arrache-pied pour récupérer, sécuriser l'environnement périmétrique de l'aéroport Toussaint-Louverture. C'est le point que j'allais aborder avec vous. Est-ce que... les forces armées sont associées à ça. Je sais. On peut considérer cela comme une priorité, pour ne pas dire une urgence. Mais nous sommes parfaitement d'accord. Étant donné que vous êtes ouvert, si le gouvernement haïtien sollicite encore le soutien de la France pour l'aider à réouvrir l'aéroport, à permettre à ce que port et aéroport puissent recommencer à fonctionner, est-ce que la France va répondre positivement? Mais nous sommes parfaitement d'accord. Nous sommes parfaitement d'accord. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle à ce que les forces armées d'Haïti, c'est ce qui est en train de se passer à l'aéroport, puissent apporter leur aide de manière supplétive à la PNH lorsqu'il s'agit par exemple de récupérer un terrain qui a été reconquis, par exemple de maintenir des positions, et ça se fait à l'aéroport actuellement, et j'espère que ça va réussir, et ça pourrait se faire demain dans les ports. C'est quelque chose qui est parfaitement envisageable. C'est parfaitement compatible avec ce que je viens de vous indiquer. Ce que nous ne voulons pas, en revanche, ce que nous ne souhaitons pas, c'est de faire en sorte que et c'est ce que j'entends, parce que soyons lucides aussi, c'est ce que j'entends chez certains responsables politiques haïtiens qui nous disent la PNH a échoué, c'est aux forces armées d'Haïti de venir faire le job. Là, nous ne sommes pas d'accord. D'abord, nous ne sommes pas d'accord, pour des raisons politiques que je viens d'expliquer et je ne vais pas y revenir, mais nous ne sommes même pas d'accord sur le plan pratique, parce que les forces armées sont en fait dans une situation de faiblesse encore plus indigente que la PNH, en termes de capacité, en termes d'équipement. Donc on parle de quoi? On parle de rien là. Est-ce que nous devons comprendre, monsieur l'ambassadeur, si la situation a dégénéré à ce rythme-là, il y a un sérieux problème d'interlocuteurs qui se pose en Haïti vis-à-vis de la France qui est prête à nous aider avec l'armée. Est-ce que c'est parce que Haïti n'a pas frappé à la bonne porte? Non, je crois qu'il n'y a pas. Non, je ne pense pas qu'il y ait un sérieux problème d'interlocuteurs. Je ne pense pas que le problème soit lié à la qualité des interlocuteurs. Honnêtement, je ne pense pas. Et au contraire, lorsque nous avons eu dans le passé des demandes très ciblées, des demandes qui correspondaient à la priorité qui est la nôtre, des demandes qui correspondaient à nos priorités en Haïti et qui consistent à renforcer la puissance publique de manière à ce que celle-ci puisse développer des politiques publiques, y compris en matière de sécurité, nous avons toujours répondu présent. Mais en revanche, ce qui est exact, c'est que ces demandes ne correspondent pas nécessairement à cet objectif. Et ce que nous, quand nous pouvons avoir des difficultés pour répondre à ce type de demande, quand nous avons la sensation que ces demandes sont en fait politisées et qu'elles correspondent à des objectifs politiques.
au profit de telle ou telle faction ou de tel ou tel groupe au cœur du pouvoir. Là, effectivement, nous avons des difficultés. Mais dans la période récente, nous, et je parle en particulier de la coopération que nous avons eue avec la PNH et que nous avons relancée avec la PNH depuis 2 ans, cette coopération se fait dans un environnement qui est dépolitisé. La dernière fois, c'était des motos, je crois, que vous avez remis à la police nationale. Nous avons remis des motos, nous avons remis des autos, nous avons remis des génératrices, nous avons remis des drones, nous avons remis des appareils de protection, nous avons remis énormément de choses. Vous avez remis des drones? Oui. Combien? Alors, écoutez, ça, je ne peux pas vous dire quelle est la quantité, mais quelques-uns. Je ne peux pas je n'ai pas cette information. Voilà. Mais nous avons remis énormément d'équipements, y compris des équipements de protection, y compris des appareils de... Il y a longtemps? L'année dernière. L'année dernière. Et nous avons remis des appareils de vision nocturne, qui sont des appareils de technologie sensible. Voilà, ce sont des... Je crois qu'effectivement, il y a, encore une fois, tout le monde se rappelle de l'opération de communication que nous avons ratée. Je veux bien admettre ce point et concéder ce point que nous avons raté concernant les motos. Encore que je peux vous dire que les policiers auxquels nous les avons remises sont enchantés de ce don. Mais encore une fois, Wendell, si vous me le permettez, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas là. Ce que nous donnons, c'est autant de ressources que la police nationale haïtienne peut consacrer pour l'achat d'autres équipements que nous ne pouvons pas donner dans le cadre de cette coopération. Donc, il n'y a pas d'obstacle à ce que les motos, les autos, les génératrices que nous donnons, que les budgets qui étaient proposés et qui étaient prévus pour ces équipements soient réaffectés pour d'autres équipements. Mais jusque-là, rien pour l'armée. Non, mais Wendell, je crois qu'il faut vraiment sortir de la logique où les problèmes haïtiens seraient résolus le jour où Haïti obtiendra de la communauté internationale que celle-ci lui donne ce que Haïti veut. Non, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Chaque fois que je fais un tweet sur X concernant la coopération française avec la police nationale haïtienne, inévitablement, j'ai un commentaire de quelqu'un, d'un internaute, qui me dit « Nous n'avons besoin d'hélicoptères ». Non, je n'allais pas vous dire. Bon, en effet, on en a besoin, mais je n'allais pas vous dire ça ici. Nous avons besoin de chars d'assaut. J'ai même eu cette. Nous avons besoin de chars d'assaut. Et moi, je réponds pas, parce que je ne veux pas rentrer dans une polémique avec des internautes. Mais moi, je vous dis, aujourd'hui, s'il y avait des hélicoptères à la disposition de la PNH, moi je dis à mes interlocuteurs, très bien, où sont les compétences pour piloter, assurer la maintenance, assurer l'entretien de ces hélicoptères? Une bonne question. Il n'y en a pas. C'est une bonne question, monsieur l'ambassadeur. Maintenant, vous avez entendu la nouvelle, vous avez entendu que le Bénin prépare le terrain pour déployer environ 2000 soldats, alors que le Kenya parlait de policiers, 1000 policiers. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut bloquer ce déploiement, ou encore le déploiement de la mission dans sa globalité avec les soldats du Bénin, selon vous, monsieur l'ambassadeur? Là, je vais vous répondre très simplement. Ce qui bloque aujourd'hui le déploiement, c'est l'aéroport. L'aéroport est fermé. L'aéroport ne fonctionne pas. Donc la première condition que nous devons remplir pour faire en sorte accélérer le déploiement de cette mission, c'est réouvrir l'aéroport. Sur qui pouvons-nous compter pour réouvrir l'aéroport? Le plus rapidement possible. Eh bien, sur les forces de sécurité haïtiennes, avec le conseil de la communauté internationale. Et c'est ce que nous faisons. Moi, j'ai un expert à l'ambassade policier
qui est tous les jours, là actuellement il y est, je pense qu'il y est, il est à l'aéroport et il apporte son éclairage, il apporte ses conseils si les autorités de la PNH le souhaitent. Il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait et j'espère que dans quelques jours ou quelques semaines, mais je n'ai pas de date à vous donner, nous pourrons réouvrir, nous pourrons faire en sorte que les avions puissent se poser et décoller de l'aéroport Toussaint Louverture. Ensuite, sur le déploiement... En toute sécurité, je pensais que vous alliez ajouter poser, décoller en toute sécurité. Cela va sans dire. C'est-à-dire que la raison pour laquelle l'aéroport a été fermé est fermé depuis le 4 mars, si je me souviens bien. La raison, c'est que pour la première fois, des bandes armées ont réussi à tirer sur des avions qui étaient parqués sur le tarmac. Donc c'est évidemment, il est impossible pour une compagnie aérienne de continuer à opérer dans ces conditions. De la même manière que les bandes armées tirent sur les bateaux qui veulent accoster aux différents ports de Port-au-Prince. Et donc effectivement, nous ne trouvons plus aujourd'hui de bateaux ou d'assurances qui puissent couvrir les risques afférents. On parlait de 600 millions de dollars pour le déploiement de cette force. À hauteur de combien la France a déjà contribué? Alors moi je ne confirme pas le chiffre de 600 millions de dollars. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là pour l'instant, la France, je vous confirme donc que la France a versé au mois de décembre, a été le premier pays à verser une contribution de 3 millions d'euros au fonds fiduciaire des Nations Unies qui a été créé à cet effet et consacrera 1 million de dollars à l'Organisation internationale de la francophonie pour faire des formations linguistiques au personnel de la force qui n'est pas francophone. Voilà, pour l'instant c'est ça notre contribution. C'est sans préjudice d'autres contributions qui pourraient venir le moment venu lorsque nous aurons plus de certitude sur les modalités, le format et le calendrier de déploiement de la force. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Vous avez un dernier mot? Écoutez, le dernier mot, c'est toujours le même, c'est que je suis ravi d'être avec vous et toujours ravi de pouvoir échanger comme ça à bâton rompu et sans nécessairement ordre du jour avec vous sur tous les sujets d'actualité. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur l'ambassadeur. Merci surtout d'avoir accepté d'être avec nous sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. C'était votre 3e passage. J'espère qu'il y en aura d'autres avant votre départ. En général, les diplomates français passent 3 ans, 4 ans en poste? Écoutez, mon prédécesseur a passé 3 ans, sa prédécesseuse a passé 3 ans. Je vous laisse tirer les conclusions. Comme on est en crise, peut-être on va prolonger d'une année supplémentaire. D'autant que vous n'avez pas eu le temps de profiter de votre passage en Haïti entièrement, je veux dire, en vous rendant en province, profiter de la cuisine haïtienne, de la culture haïtienne. La cuisine haïtienne, on peut en profiter à Port-au-Prince très largement. Mais effectivement, non, j'ai malheureusement pas suffisamment visité le pays et pour des raisons que tout le monde comprendra. Merci encore une fois, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Vous avez suivi donc, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, relayée ce matin par Radio Tête à Tête, Radio Sensation, Télé Amani, Radio Jacques Melinter, Océan FM. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée, une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.